Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde. En ce qui me concerne, je suis Gilles Roy, le rédacteur en chef d'Aérobuzz, le site d'information aéronautique, partenaire du salon UAV Show depuis quasiment le tout début. Et donc c'est dans le cadre de ce partenariat que moi j'anime ces tables rondes et qu'on a décidé cette année de retransmettre en direct instantanément sur Twitch. Elle est en replay et puis d'ici quelques jours, elle sera également sur YouTube. Alors, jusqu'à présent, l'UAV Show s'est exclusivement intéressé aux drones volants. Et c'est la première fois que nous allons quitter notre zone de confort pour parler des drones à usage maritime. Je compte sur ces 3+1 intervenants pour faire un peu de pédagogie. Nous avons donc Alexandre Lukiewicz, qui vous êtes le directeur du développement technologique et réglementaire du cluster maritime français. Quand on parle de cluster, vous verrez, c'est pas la même acceptation que les clusters aéronautiques qui chez nous sont thématiques ou régionaux, et on a beaucoup de clusters. Là c'est du lourd, mais là Alexandre nous expliquera tout ça en détail. Marc Léger, vous êtes le sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires. Alors vous travaillez dans ce qui est un peu l'équivalent de la DGAC pour le maritime, hein, c'est ça, hein, donc je pense qu'on va faire beaucoup de parallèles comme ça pour essayer de s'y retrouver. Et puis Jean-Damien Bergeron, le directeur des opérations Abissa. Et là, ça va être le grand bleu. Là, on va partir vers les grands fonds. Là, ça va être, vous allez voir, c'est assez passionnant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette table ronde parce que c'était un domaine que je connaissais quasiment pas. J'avais l'impression de le connaître parce que les drones sous-marins, on a l'impression que ça a toujours existé, bien avant qu'on parle des drones volants. Et puis en fait, j'ai découvert en discutant avec vous que la définition officielle du drone marin date de l'ordonnance de 2021 seulement. Alors que je vous rappelle que la loi drone, elle, en France, elle existe depuis 2012. Voilà. Alors, je vais commencer donc avec vous, Alexandre Lukiewicz. Je disais donc que vous êtes ici le représentant du cluster drone. Du moins, pas simplement drone. Justement, c'est pas simplement drone, c'est le cluster maritime français. Qu'est-ce que le cluster maritime français et que représente le drone à l'intérieur ? Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir les personnes de cette salle, avec quelques têtes connues et d'autres à rencontrer. Et également, alors moi qui suis un ancien d'IRC, c'est vrai, ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais très content de voir le live stream également et les messages qui défilent devant nous. En quelques mots, le cluster maritime français, c'est l'organisation de et pour les professionnels de la mer qui représente et fait la promotion des activités maritimes en France. Alors le secteur maritime, en fait, la filière maritime, plus exactement, elle est très protéiforme. C'est-à-dire qu'on va retrouver le secteur de la construction navale, on va trouver le secteur des ports, on va trouver le secteur de la plaisance, de la pêche, de la recherche scientifique, de la construction navale, je crois que je l'ai déjà dit, du transport maritime, mais également tous les métiers qui sont associés. Tout ça dans le même cluster, dans Absolument. La même structure. Donc on n'est pas un cluster sectoriel ni territorial. Le cluster maritime français est un organe national. On agit auprès des pouvoirs publics en représentant la filière maritime dans toute la diversité de ces secteurs. On a également des correspondants. Il y a 18 clusters maritimes en Europe. Il y a un réseau européen qui s'appelle le European Network of Maritime Clusters qui les regroupe. Il y a quelques clusters qui existent dans d'autres pays du monde. Et puis, toujours en France, et c'est important de le signaler parce qu'on l'oublie assez souvent, dans nos territoires d'outre-mer, il y a aujourd'hui 8 clusters maritimes. Il y en a un à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pour l'océan Atlantique, à Mayotte et à La Réunion pour l'océan Indien, et dans le Pacifique, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un réseau des clusters maritimes qui contribuent à développer l'économie maritime. Mais au sein de ces clusters, les différentes familles dont vous avez parlé, c'est-à-dire par exemple les ports d'un côté, les constructeurs de l'autre, ont-ils leur propre syndicat, leur propre association ou représentants ? Oui, absolument. Dans chaque secteur, vous avez une fédération professionnelle. Pour la construction et les activités navales, c'est le GICAN, le groupement d'industrie de la construction et activités navales. Pour le transport maritime, c'est Armateurs de France.
Pour les ports, c'est Ports de France. Pour les industries nautiques, c'est la Fédération des industries nautiques. Pour la pêche, c'est le Comité national des pêches, etc. On pourrait le décliner de manière complètement sectorielle. Nous, on regroupe à la fois dans 3 collèges différents, à la fois les fédérations professionnelles sectorielles, les associations professionnelles, premier collège. Deuxième collège, les entreprises, de la start-up jusqu'au grand groupe, et encore une fois, dans toute la transversalité des activités. Et troisième collège, celui des chambres de commerce et des collectivités territoriales. Et les drones marins représentent quoi dans ce paysage? Alors les drones marins, ça représente une part importante, parce que c'est pour nous un sujet d'actualité, mais également un sujet d'avenir. On a 2 groupes de travail qui planchent plus particulièrement sur les thématiques liées au système autonome, si on doit les résumer ainsi. On a un groupe de travail qui planche plus particulièrement sur les questions réglementaires à l'international sur les navires autonomes ou les navires téléopérés, et un groupe de travail qui, lui, s'est focalisé sur la réglementation française et le développement, les innovations en fait, qu'on a autour des drones de surface ou sous-marins. Donc on va utiliser des acronymes, mais on va les développer. Voilà, oui, parce donc on a les USV. Je me suis déjà fait reprendre parce que j'ai vu, DGAC, ça m'a fait rire. Direction générale de l'aviation civile. On a les USV, ce qu'on appelle les Unmanned Surface Vessels, donc les drones de surface, et on a les UUV, c'est Unmanned Underwater Vessels, qu'on appelle également pour certains, selon leur taille, des XL UUV, c'est-à-dire des très grands drones océaniques, parce qu'on a encore une fois toute une diversité de drones. Il y en a des petits qui font moins d'1 mètre, d'autres certains qui font jusqu'à 16 mètres, voire 20 mètres, qui peuvent descendre jusqu'à des très grandes profondeurs. On a la diversité, c'est-à-dire qu'on a aussi des drones qui sont téléopérés, et d'autres qui sont autonomes, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'accord. Et alors, Marc Léger, la définition réglementaire du drone, je disais, est intervenue très très récemment, 2021. Qu'est-ce qui était avant? Combien de temps ça a pris pour arriver à aboutir à cette réglementation? Et puis, comment ça fonctionnait avant? Il n'y avait pas de drone avant? Drone marin? Oui, merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être un mot d'abord sur la DGAMPA, qui est la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture. Ouais, on est quand même prudent, hein, vous avez vu, ça devient presque un réflexe. Hein, dès lors qu'on sort un sigle, tout de suite on le traduit, c'est bien. On va essayer de tenir comme ça pendant 1h30. On va essayer. Et donc, qui est effectivement le pendant de la Direction Générale de l'Aviation Civile, et qui comporte trois grands services, un qui concerne les pêches maritimes, un qui concerne la planification maritime, et un troisième dans lequel ma sous-direction est inscrite, qui s'occupe donc de sécurité et transition écologique des navires. Donc nous sommes en charge de la réglementation, de l'inspection des navires français, de l'inspection des navires étrangers dans les ports, c'est ce qu'on appelle le Port State Control, de toutes les négociations à l'international sur ces domaines-là et sur les domaines de prévention de la pollution et des questions d'émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les instances internationales comme l'Organisation maritime internationale, donc qui mène des travaux sur les navires autonomes, on y reviendra, et également dans les instances européennes. Le drone, effectivement, avant cette ordonnance, avant la LOM, n'existait pas vraiment, enfin, n'avait pas de statut juridique. Et puis, comme dans beaucoup de cas, finalement, l'industrie va beaucoup plus vite que la réglementation. Quand il n'y a pas de réglementation, souvent, l'industrie demande à ce qu'il y ait un cadre pour des questions assurantielles, pour des questions de responsabilité. Quand il y a trop de réglementation, on nous dit qu'il y en a trop, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans la première phase, donc tout va bien. Et donc, on a été amené à développer, alors en collaboration avec le cluster maritime, on travaille quand même la main dans la main sur ces sujets-là, des textes qui encadraient ces activités-là. Alors, il a été pris la décision de distinguer deux
deux types d'engins. Donc, le navire autonome, puisqu'il y avait déjà des travaux qui avaient commencé à l'international au sein de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale, et les plus petits engins qui ne seront pas traités par ces textes internationaux et qui correspondaient aussi à une réalité industrielle en France, avec des projets qui avaient vu le jour, des exploitations qui se faisaient à titre expérimental, puisque toutes ces choses-là étaient autorisées, mais à titre expérimental, avec des examens, on va dire, des dossiers techniques au cas par cas. Et donc, on a créé ces deux choses-là. Alors, quand l'ordonnance dont vous parlez est passée devant le Conseil d'État, au départ, on n'avait pas mis de seuil, de limite entre les deux catégories. On pensait y venir dans les textes d'application. Et le Conseil d'État a limité à une jauge de 100 la taille limite que pouvait avoir un drone. Alors, la différence qu'il y a quand même entre les deux, c'est que au niveau réglementaire, on a souhaité que la partie approbation-examen du drone soit quelque chose de très simplifié par rapport au navire autonome qui restera un navire et qui relèvera de la réglementation qui est aujourd'hui applicable au navire. Alors, au niveau d'Abissa, Jean-Damien Bergeron, vous avez commencé vos activités bien avant que le cadre réglementaire commence à être mis en place. Comment vous avez procédé? Comment vous vous y êtes retrouvés? Merci Gilles, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, oui, je suis directeur des opérations chez Abissa. Il n'y a pas d'acronyme pour Abissa, ça fait penser aux abysses. Voilà, on étudie les grands fonds. Donc juste avant de dire comment on procède, en fait, juste présenter un petit peu notre activité. Donc on est une société de services en environnement marin, en océanographie. On n'est pas fabricant de drones sous-marins, on utilise des drones sous-marins pour les envoyer très profond, donc dans les abysses, jusqu'à 6000 mètres de fond. Donc je parle de la profondeur pour différencier un petit peu les drones qui vont naviguer entre 0 et 200 mètres ou 300 mètres de fond, des drones profonds que Abissa opère, donc qui sont plus spécifiques. Donc nous on a créé la société en 2019, on est tous des océanographes, ça fait 20 ans qu'on travaille dans le milieu marin, on est membre du cluster donc avec Alexandre, on suit de très près donc la réglementation sur les drones marins et donc comment est-ce qu'on procède, donc on loue des véhicules puisqu'on n'est pas encore propriétaire de ces véhicules, c'est des drones qui mesurent entre 5-6 mètres de long, qui pèsent 1 tonne 5, donc pour les mettre en œuvre il faut des gros navires surface. Et ce sont des drones donc autonomes qui ne sont pas du tout reliés à la surface. Exactement. Là c'est un acronyme, donc c'est un AUV, donc Autonome Underwater Vehicle, qui est différent d'un ROV, qui est Remotely Operated Vehicle, donc lui qui est relié à la surface par un ombilic. Et la différence entre l'AUV et le ROV, c'est que l'AUV, donc qui est autonome, lui va naviguer à 3 nœuds. Il a son plan de ligne comme les drones aériens. Hein. On le planifie sur le bateau. On lui dit tu vas naviguer pendant 24, 48 heures, 50 heures. Et puis tu vas acquérir des données de haute résolution sur le fond. Et ensuite tu reviens à la surface, on récupère les données et on fait les cartes. Donc notre métier à nous, c'est de produire des cartes de haute résolution. Et je dis bien haute résolution parce que pourquoi est-ce qu'on a créé cette société? C'est que les océans couvrent 70% de la planète. On n'en connaît que 5%. On connaît très bien le milieu côtier, entre 0 et 200 mètres. Mais dès qu'on veut aller s'intéresser au grand fond, les outils qu'on utilisait depuis la surface, hein, soit en tractant un poisson derrière le bateau et qu'on veut cartographier 6000 mètres de fond, les faisceaux sont tellement larges quand ils arrivent sur le fond qu'on a un modèle numérique de terrain, un MNT, qui est de 100 mètres ou 500 mètres. Donc on a très peu de données. L'avantage d'envoyer nos AUV
à proximité du fond, c'est qu'ils descendent, ils volent, donc j'emploie des termes un peu comme vous, en aérien, ils volent à aller à 50 mètres, 60 mètres selon les capteurs qu'on opère, et ils vont produire des données de précision centimétrique. Donc il y a un réel intérêt de faire ça. Et puis aujourd'hui, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau industriel, il y a de réels besoins dans l'exploration des grands fonds. Sur le chat, là, Explore Agency demande jusqu'à quelle profondeur ils peuvent descendre. Alors ceux que Abyssa opère, ils peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres. Il faut savoir que la profondeur moyenne des océans, ça tourne aux alentours de 4500, 5000 mètres, sont les plaines abyssales. Après, il y a des fosses plus profondes, jusqu'à 11 000 mètres dans le Pacifique, les îles Mariannes. Voilà. Mais donc, avec 6000 mètres, on va couvrir 95% de tous les océans. Donc, l'épave du Titanic était à combien? À quelle profondeur? Voilà. Combien? 4000, 4005. D'accord, ok. Et c'est un drone qui le premier a fait des images? Alors les images du Titanic, je pense qu'elles ont été faites avec un ROV, donc c'est un drone mais téléopéré. Voilà. Les drones AUV en fait, donc autonomes, eux ont un intérêt, c'est qu'ils naviguent plus vite que les ROV. Le ROV va être à 0,8 nœuds, enfin moins d'un nœud quoi. Il peut aller plus vite aussi, mais son intérêt lui c'est de s'arrêter, de faire du statique, de faire des prélèvements, de faire des photos, des vidéos. L'AUV lui navigue à 3 nœuds, il couvre une grande distance, il localise une cible et derrière il y a une réelle méthodologie qu'on met en œuvre au sein de la société, c'est la complémentarité entre l'AUV et le ROV. C'est-à-dire qu'on envoie d'abord un AUV pour faire une cartographie extensive de la zone, repérer les spots, enfin les points d'intérêt, et ensuite une seconde étape qui consiste à envoyer un ROV pour faire de l'imagerie et de l'inventaire. Les données que vous recueillez avec donc le drone autonome, elles sont conservées dans le drone ou elles sont transmises en direct vers le navire de surface? Oui, c'est une bonne précision. Là, les données sont conservées dans le véhicule. Certes, donc il existe différents types de véhicules. Il y a des véhicules dans les grands fonds. Il y a les Français de Exail, anciennement Eka Robotics, donc qui fabriquent des drones grands fonds. Il y a aussi les Norvégiens de Kongsberg et les Islandais de Teledyne Gavia aussi qui font des drones grands fonds. Donc les données acquises sont conservées dans le véhicule. Et certains de ces drones-là peuvent renvoyer des données de façon acoustique au véhicule surface, mais on n'a pas les données en temps réel, donc il y a toujours un temps de latence, et la qualité de la donnée qui est transmise au navire surface n'est pas aussi bonne que si on la récupère en la téléchargeant depuis le véhicule. C'est surtout pour avoir un contrôle qualité de l'acquisition du véhicule, plutôt que d'avoir les données en temps réel. Le ROV, lui, qui est téléopéré depuis la surface, avec un câble, donc lui, ça passe en direct et on peut avoir dans la control room les données en temps réel. Donc, Charles Lessure, l'ONERA travaille sur les drones. Nous, alors, on connaît très très bien l'ONERA dans le domaine aéronautique et dans tous les aspects du domaine aéronautique. Sur quel domaine travaille l'ONERA au niveau des drones sous-marins ? Oui, merci pour la question. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. L'ONERA travaille sur des drones sous-marins depuis la fin des années 90 à peu près, pour le compte de la DGA, donc pour des applications de défense. Donc la Direction Générale de l'Armement. Oui, tout à fait. Non, parce que je ne voudrais pas me faire reprendre tout de suite. Là. Il y a Franck May là, qui me guette. Là, donc, Avec des grands industriels du domaine, donc, que sont Thales, Naval Group ou Eka à l'époque, sur l'utilisation de drones pour aller sécuriser des fonds marins, pour des applications de défense nationale. Donc ça, c'est à la fois pour sécuriser les côtes françaises, donc vérifier que personne ne vient poser des engins qui pourraient empêcher des manœuvres de sécurité au bord des côtes. Et donc tout ça avec des AUV, des drones autonomes, dans lesquels ce que l'ONERA apporte, c'est la programmation de l'intelligence embarquée, donc vraiment le comportement autonome du système, être capable de faire en sorte que le sous-marin, tout seul, en observant l'état de son environnement, puisse réagir à des événements imprévus ou des différences par rapport au plan initialement prévu, qui vont lui permettre de modifier son comportement, s'adapter, se mettre en procédure de sécurité éventuellement.
Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, peut-être par rapport à l'application dont tu parlais tout à l'heure, il y a peut-être plus d'imprévus, plus d'incertitudes auxquelles on veut réagir dans ce type de scénario. Donc ça peut être, j'ai trouvé quelque chose d'anormal, je ne vais pas stocker la donnée en interne et délivrer le résultat de cartographie à la fin de la mission, j'ai besoin de faire une alerte presque immédiate vers le poste de commandement ou les opérateurs militaires qui vont gérer le déploiement, et donc de gérer soit une remontée en surface pour pouvoir renvoyer l'information, voilà, ce type de comportement autonome, et c'est ça qu'on vient programmer dans les drones sous-marins. Et quelle évolution vous avez vue là, donc, depuis la fin des années 90? Ça fait presque donc 25 ans que vous travaillez sur le sujet. Oui, en fait, quand on a commencé, de la fin des années 90, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, jusqu'à il y a une dizaine d'années, je dirais, on avait finalement très peu d'applications, même côté DGA, donc militaire. Ça restait quand même des preuves de concept, des études assez amont. Depuis une dizaine d'années, je pense que voilà, tout le monde a pu le constater, il y a quand même beaucoup plus d'applications, beaucoup plus de velléité à investir, pas que pour des applications de défense nationale, évidemment, le monde sous-marin, et aller explorer ce qui peut s'y trouver, que ce soit des ressources naturelles à exploiter, une meilleure connaissance des fonds marins, parce qu'effectivement, on les connaît très peu, et c'est important d'en avoir une bonne connaissance. Et puis tous les enjeux aussi liés au changement climatique et à l'évaluation de l'impact du changement climatique sur le milieu marin et sous-marin, qui est des choses pour lesquelles on a des statistiques et des informations sur la température des océans, par exemple, mais très peu d'informations sur ce qui se passe à très grande profondeur, par exemple, et l'impact que peut avoir le réchauffement climatique à grande profondeur. Donc c'est important aussi d'avoir ces données-là. Justement, dans une deuxième partie, on regardera justement toutes les applications, tous les enjeux de l'utilisation des drones sous-marins. Si vous voulez déjà poser quelques premières questions avant qu'on passe à la suite. Oui, alors je viens vers vous avec un micro. On est en effectif réduit là, le mercredi, donc on n'a personne là, pour déplacer le micro. Donc on a rajouté ça à ma fiche de poste. Ça me fait faire du sport. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question pour la personne d'Abyssa. Avec les drones, donc vous faites aussi des prélèvements, si je comprends bien, dans un deuxième temps. Alors, oui, dans un deuxième temps, c'est possible. Ouais. Les AUV ne sont pas destinés à faire du prélèvement, bien que certains ont des compartiments dans le véhicule qui peut faire un prélèvement d'eau, par exemple. Donc ça existe, et des instituts de recherche qui modèlent un petit peu leurs AUV pour pouvoir faire des prélèvements. Mais les prélèvements dont vous parlez, oui, c'est plus avec un ROV, donc un véhicule téléopéré depuis la surface, qui lui a des bras articulés et qui peut aller faire des prélèvements pour faire des identifications biologiques d'espèces. D'accord. Et après, les cartes que vous faites, on peut les retrouver à quel endroit? Elles sont publiques ou pas? Alors, elles sont publiques ou pas? Certaines oui, certaines non. Ça dépendra du type de client qui va nous demander d'aller faire la carte. Là, récemment, on a fait une carte de 2 monts sous-marins en Méditerranée, au large de la Corse, pour le compte de l'Office français de la biodiversité. Et donc là, ces cartes-là, oui, sont sur le data center de l'OFB. Et donc, elles sont destinées à être publiques et à alimenter la communauté scientifique pour faire des publications ou des recherches. Je vous remercie. Merci. Pendant que je suis là, non, personne. Donc, les ROV et les drones, c'est une même réglementation, Marc Léger, ou c'est 2 réglementations différentes? Non, alors un ROV n'est pas un drone. Voilà, d'accord, ok, donc ça c'est clair. Il reste en permanence lié filairement à un navire-mère, donc il est considéré comme soit une prolongation du navire, une annexe du navire, et donc il ne rentre pas dans la case drone maritime. D'accord, donc c'est pour ça qu'on avait l'impression que les drones existaient depuis toujours, c'est parce qu'ils étaient reliés au bateau, ils faisaient partie du bateau d'un point de vue réglementaire. Mais le fait qu'ils soient devenus autonomes, qu'on ait coupé le cordon ombilical, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de drones?
Oui, enfin, c'est quand finalement les demandes sont apparues et puis également les exploitations qui étaient faites de ces engins-là ont émis le besoin d'être encadrés, qu'on a traité ça. Et des engins qui sont en permanence liés avec un navire, il n'y avait pas lieu d'aller le faire. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil d'État avait fixé un seuil à 100. Là, on a des textes d'application décrits en Conseil d'État qui devraient être publiés, je l'espère, en fin d'année, au pire en début d'année prochaine, dans lequel, en fait, le drone est défini comme un engin autonome ou téléopéré qui ne peut pas embarquer ni de passagers ni de fret. Donc c'est vraiment pour de la recherche ou de la captation de données, et qui ne dépasse pas 16 mètres de longueur, qui ne développe pas, qui ne fait pas plus de 300 kJ d'énergie cinétique, et qui ne va pas à plus de 20 nœuds. Voilà ce qui sera encadré dans le futur texte d'application. D'accord, merci. Donc, avant de passer à la suite, je rappelle à l'attention de ceux qui nous suivent sur Jumpseat, c'est que nous sommes donc actuellement, vous suivez actuellement ou vous venez de prendre en route une table ronde que nous organisons dans le cadre de l'UAV Show, le salon du drone de Bordeaux. Et aujourd'hui, ce matin, nous parlons plus particulièrement des drones marins avec Alexandre Lukiewicz, qui est donc le directeur du développement technologique et réglementaire du cluster maritime français, Charles Le Sire, qui est directeur de recherche à l'ONERA, Marc Léger, qu'on vient d'entendre, qui est sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires, et puis Jean-Damien Bergeron, directeur des opérations d'Abissa. Alors, maintenant qu'on a vu à peu près au niveau réglementaire, vous étiez à peu près dans le même flou que les drones volants. On est en attente. On est aussi vous êtes comme les drones volants en attente. Quelles sont les perspectives, quels sont les marchés qui s'ouvrent aux drones? Alors, on va peut-être commencer par parler des drones de surface ou juste de très faible profondeur. On peut tout à fait évoquer la différence entre ces deux types de drones, deux types de vecteurs. Jean-Damien l'a rappelé tout à l'heure. Un drone peut embarquer en fait tout type de capteur. Marc l'a rappelé également dans la réglementation qui va arriver, qu'on espère en fin d'année, évidemment, tous, côté industriel, c'est que ces drones ne pourront pas embarquer de marchandises commerciales. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas embarquer de marchandises techniques. Si demain, on a besoin de faire une inspection de coque dans un port avec un drone, un plongeur sous-marin qui va mener cette inspection, surveillance et maintenance va pouvoir être accompagné d'un drone qui va pouvoir transporter sa cargaison technique. Mais on n'est pas sur le transport de marchandises. Donc un drone, c'est de surface ou sous-marin, c'est un engin, c'est un vecteur qui va emporter un nombre de capteurs en fonction des missions qui lui seront menées. Je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière s'agissant de la réglementation, parce que vous avez évoqué un mot qui nous inquiète, qui est le mot flou. On a commencé à travailler à la demande de nos adhérents, dont Abissa, ici présent, sur la réglementation à partir de 2015. Si on doit faire le parallèle avec les drones aériens, la réglementation des drones aériens, elle a commencé beaucoup plus tôt et elle aboutit en 2018. Nous, on a démarré nos travaux en 2015. On a démarré nos travaux en 2015, partant de ce postulat, comme Marc l'a rappelé tout à l'heure sur la question de la différence entre un ROV et un drone, à savoir cet ombilical, ce fil qui va le relier au navire. On ne savait pas, nos adhérents venaient nous voir en disant mais comment est-ce qu'on peut opérer nos drones en toute légalité? Comment est-ce qu'on peut l'assurer alors que c'est un produit qui légalement n'existe pas? Donc le premier travail entre guillemets réglementaire qu'on a mené, ça a été d'expertiser cette capacité à produire une réglementation assez rapidement. C'est d'ailleurs un député, un ancien député de la région Nouvelle-Aquitaine, Arnaud Leroy, qui a porté en 2016 une loi, dite loi pour la croissance bleue,
dans lequel il y avait un article, l'article 85, si je ne dis pas de bêtises, qui donne un premier régime, donc c'était un pied dans la porte de la réglementation, de dire un drone est réputé être une annexe d'un navire dès lors qu'il est commandé depuis un navire-mère, et ce qui donnait donc une limite de responsabilité à un drone. Donc premier régime juridique pour ce drone. Deuxième étape, Marc en a parlé tout à l'heure, la loi orientation des mobilités, avec son article 137, qui permettait une expérimentation des drones avec une validation d'un dossier technique par la DGAMPA, la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture, à la fois pour les navires autonomes, dont on parlera peu aujourd'hui, et pour les drones. C'est-à-dire que les constructeurs et les opérateurs, les constructeurs pour mener leurs essais en mer dans des conditions réelles, et les exploitants et les opérateurs pour utiliser leurs drones, bénéficiaient d'un dispositif leur permettant, à l'aide d'un dossier, d'une analyse de risque, notamment de déposer un dossier d'habilitation pour opérer leurs engins. Là, on passe à une étape suivante, qui est dans la continuité de l'ordonnance d'octobre 2021, la 1330, qui donne un régime aux drones. Alors, on a hâte évidemment que ce décret arrive, parce qu'en termes d'applicatif, puisque c'était le sens de votre question, aujourd'hui on a un champ qui est absolument formidable. On a un océan qui représente 70% de la planète, dont on connaît très peu de choses, Jean-Damien l'a rappelé tout à l'heure. Les drones, ça peut faire de la bathymétrie, ça peut faire de la surveillance en mer. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est intéressant et c'est ce que j'aimerais qu'on développe maintenant. C'est toutes ces applications concrètement. Parce que là, on le voit quand on est sur le salon UAV Show, sur les stands, on voit qu'il y a beaucoup d'applications diverses. Et plus on avance et plus on découvre de nouvelles applications. Je suppose que dans le maritime, c'est exactement la même chose. Donc, citez-nous quelques exemples d'utilisation où le drone pourrait vraiment rendre des services. Alors, ils rendent déjà des services. Lesquels ? Ils sont déjà en opération, que ce soit en France hexagonale, à l'outre-mer ou à l'international. On a déjà des acteurs de premier plan qui développent des produits de robotique ou des drones marins de surface ou sous-marins, et qui ont déjà des applicatifs métiers. Je pense que dans la presse, en ce moment, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Il y a les énergies marines renouvelables. Et par exemple, les parcs éoliens en mer qui sont développés au large de la Bretagne aujourd'hui, les opérateurs de parcs peuvent faire appel à des opérateurs de drones pour aller faire les premières campagnes d'acquisition de données de zones, donc de la bathymétrie. Ils peuvent également faire de la surveillance de l'environnement marin. On a des applicatifs défense, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont exclusivement dédiés à la Direction Générale de l'Armement et à la Marine Nationale, pour de la surveillance de zone, pour de la veille. On a également des applicatifs métiers pour tout ce qui est recherche, océanographie. On peut également envisager de faire du suivi de stocks halieutiques dédiés à la pêche française. On a des applicatifs métiers qui sont en train de se développer, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on en découvre tous les jours. On y arrivera à cartographier tous ces métiers quand on aura une réglementation qui sera posée et qui permettra aux acteurs de continuer à envisager de se développer. C'est pour ça que ce qu'on souhaite nous aujourd'hui au Cluster Maritime Français, c'est avoir une innovation réglementaire, parce que c'est tout neuf la réglementation sur les drones, et elle n'est pas encore terminée, qui accompagne une évolution technologique. Et les innovations technologiques, elles vont forcément continuer à croître. Vous vouliez préciser quelque chose, oui, Charles, pour compléter, donc, compte tenu du cadre réglementaire qui va sortir, donc, comme je l'ai dit, pas de passagers, pas de fret à bord, avec une taille limitée, sachant que ce qui fait moins d'1 mètre est hors champ, donc on fait ce que veut, et ce qui est dans les 300 mètres du rivage, pareil, est hors champ, donc il n'y a pas de réglementation. On ne voulait pas non plus perturber tout le modélisme naval ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment, on reste sur de 1 mètre à 16 mètres, 20 nœuds, 300 kJ. Finalement, comme l'a dit Alexandre, il y a le champ est assez large. Tous les jours, il y a des nouveaux sujets. Néanmoins,
compte tenu de ces contraintes-là, on est quand même vraiment sur de l'acquisition de données, de l'acquisition scientifique, que ce soit de la bathymétrie, de la météorologie, tout ça, de la surveillance, il en a parlé, que ce soit pour les champs éoliens, que ce soit pour les champs pétrolifères aussi, il y avait des applications comme ça. Et puis, il a parlé des inspections de coques, donc tout ce qui peut être inspection de coques, mais aussi en cas d'avarie de navire, etc. Ça peut être intéressant d'envoyer après des collisions, si on veut expertiser, effectivement. Il y a eu le cas, là, il y a quelques temps, de bateaux qui s'étaient rentrés dedans en Méditerranée, qui étaient encastrés l'un l'autre. Donc, donner des éléments, des données aux experts pour savoir quelle est la meilleure manœuvre pour résoudre la crise. Et puis, probablement, il commence à ici y avoir des projets, en tout cas, sur des drones de sauvetage, où, effectivement, quand il y a dans des zones peu accessibles ou par mauvais temps, ou faire de la recherche pour des besoins de sauvetage, ça peut être aussi une application qui, je pense, est amenée à se développer. Le sauvetage en mer, ça peut être une application. On en a parlé déjà une application. Hier après-midi avec un représentant du SDIS qui au niveau de la région Aquitaine, voit de nombreuses applications des drones aériens. Mais pour l'instant, c'est tout bloqué par la réglementation. Vous dites que c'est déjà, vous avez déjà des solutions. Alors, on a des applicatifs qui se font dans la bande des 300 mètres, comme Marc l'a rappelé tout à l'heure, la réglementation n'étant pas effective. Aujourd'hui, on peut opérer dans la bande des 300 mètres pour du sauvetage en mer, sauvetage de plage. C'est-à-dire qu'on peut... alors j'avais vu une démonstration assez intéressante d'ailleurs, d'un drone aérien qui larguait une bouée, oui. Qui permettait à la personne qui était tombée à l'eau ou qui avait des difficultés en mer, s'accrocher à cette bouée. On a déjà des applicatifs métiers qui sont notamment testés par la Société nationale de sauvetage en mer, avec des drones qui sont pilotés depuis un navire ou pilotés depuis la terre. On met une petite embarcation qui peut ressembler à un semi-rigide avec un aérojet qui permet de rejoindre la personne qui est tombée à la mer. Et on a aussi des drones qui sont autonomes et qui peuvent aller chercher la personne qui est tombée à l'eau. Elle s'harnache ou elle s'accroche à la planche et la planche revient à terre. Donc pour le sauvetage en mer, c'est aussi un applicatif. Pour l'instant, c'est opérationnel ou c'est déjà... du moins, c'est expérimental ou c'est déjà opérationnel ? Techniquement, c'est opérationnel. Maintenant, ça mérite de continuer à être testé par les personnes qui vont en mer effectuer du sauvetage. D'accord. Et tant qu'encore une fois, quand on aura dépassé la bande des 300 mètres, il faudra réfléchir à ce que ces vecteurs rentrent bien dans le cadre de la réglementation. C'est quoi cette bande de 300 mètres ? En fait, c'est la bande côtière qui relève de l'autorité du maire et qui n'est pas considérée comme la partie maritime, si vous voulez. D'accord. Donc la réglementation, et donc dans lequel la baignade est autorisée, etc., et dans lequel le maire peut réglementer. Donc c'est une zone... Voilà, sur lequel des questions, le type de drone dont il parle peut aller chercher des gens dans les vagues ou aller chercher un baigneur en difficulté. Peut-être un petit complément, Gilles, on parle de distance à la côte, et la question c'était quels sont les applicatifs des drones sous-marins. En termes de distance, là on a parlé de la bande des 300 mètres, il y a aussi la zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 000 nautiques des côtes. Et donc les drones, on peut travailler soit... C'est quoi cette zone exclusive ? Alors cette ZEE, comme on l'appelle, la zone économique exclusive, c'est la zone en fait qui appartient à un État. Et donc l'État... C'est ce qu'on appelle les eaux territoriales Non, alors vous avez les eaux territoriales, vous avez la bande des 300 mètres qui relève du maire. Entre 300 mètres et 12 000, vous avez les eaux territoriales. Donc, d'accord. L'État peut faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Et après, il y a une bande qui va jusqu'à 200 000, entre 12 000 et 200 000. C'est la zone économique exclusive, ou ZEE, dans laquelle les États riverains, l'État côtier, a des droits privilégiés en matière d'exploitation des ressources et des fonds marins. Typiquement la pêche, éventuellement du minier, etc. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais par contre, les autres navires peuvent circuler, peuvent faire d'autres activités, à part la pêche et puis l'exploitation des fonds.
Et ce qui n'est pas le cas dans les 12 000 où là, c'est vraiment l'État côtier qui réglemente tout. Et au-delà des 200 000 Ce sont la haute mer. Donc là, et là, ça appartient à tout le monde, ouais. Ou à personne. Ouais, c'est en cours d'être réglementé quand même. Hein. Il y a justement la convention du droit. Parce que là, il y a de sacrés enjeux, là. Et c'est là où vous intervenez. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse, ouvrir la discussion par rapport à la distance à la côte. Donc soit on travaille dans la ZEE, soit on travaille au-delà de la ZEE. Et donc là, c'est une autorité internationale des fonds marins qui s'appelle l'AIFM et qui, elle, délivre... L'AIFM. Oui, AIFM, Autorité internationale des fonds marins, qui délivre des permis d'exploration aujourd'hui, donc à différents pays, pour aller travailler dans les eaux internationales. Donc il y a des permis qui sont dans le Pacifique, dans les plaines abyssales, sur Clarion-Clipperton, d'autres qui sont sur la rive médio-atlantique, et donc une possibilité d'opérer nos engins, nos drones, nos AUV, ça peut être dans le cadre de cette autorité internationale des fonds marins. Parce que là, donc, la réglementation qui s'applique spécifiquement aux drones, c'est une réglementation internationale. Oui, c'est issu. Et il existe une réglementation internationale des drones? Non, alors non. Et il y en aura. Enfin, si on. Il n'y a pas un OACI. C'est-à-dire qu'il y a l'Organisation maritime internationale, Ouais. qui est le pendant de l'OACI, pour l'aérien, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc travaille à un groupe de travail pour sortir, on l'espère en 2025-26, un code MAS, donc Maritime Autonomous Ships, mais ça ne traitera pas les petits engins, enfin, tels qu'on les a définis dans la réglementation française. L'OMI traite des navires en général à partir de, enfin ça dépend des réglementations, mais de 500 jauges, je crois. Donc ça fait des bateaux à peu près de 50 mètres, quoi. Voilà. Donc on est très et donc tous ces sujets-là d'engins de taille réduite au niveau international, pour l'instant, il n'y a pas. Au niveau européen, la Commission commence à s'intéresser à ça parce que l'OMI le traite, mais on n'a pas aujourd'hui de règles internationales sur le drone maritime. Alors là, c'est peut-être là où on peut faire un peu de cocorico. D'habitude, on dit quand il y a une nouvelle idée qui naît, les Américains en font un business, les Chinois la copient, les Français la réglementent. Là, on a la chance d'avoir une administration centrale qui donne les moyens aujourd'hui aux industriels de développer leurs activités en France hexagonale, en Outre-mer, mais également à l'export. Et certaines sociétés françaises prennent des belles parts à l'export avec les produits qu'ils développent. Mais on a une innovation réglementaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette réglementation qui est en cours, avec d'autres pays qui le regardent. Nos ennemis, les Anglais, par exemple, ont beaucoup de mal. Nos amis, les Anglais, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur la réglementation s'agissant de leurs drones. On sait que les Espagnols et les Portugais commencent à y travailler. Ils ont d'ailleurs une plateforme d'essai. Nous, en France, on a plusieurs plateformes d'essai. Il y en a une dans la rade de Brest, Céladon, qui permet les essais en mer. On a des atouts qui sont formidables et une réglementation qui aujourd'hui est en train de se construire et qui accompagne les industriels pour la mise en œuvre de leurs engins. On regarde évidemment ce qui se passe à l'international. On regarde également ce qui se fait dans un cadre européen. Mais là, on a la chance d'avoir avec nous une administration bienveillante qui accompagne ces innovations réglementaires et qui va nous permettre de faire avancer les choses. Le cadre européen, on en reparlera dans un second temps. On a bien vu comment ça s'est passé pour les drones aériens. Il y a eu d'abord des réglementations nationales, puis une consultation européenne, des directives, et ensuite une transposition des directives européennes en droit national. Soyons prudents dans la façon dont on l'aborde, même si aujourd'hui on a des points réglementaires qui seraient applicables dans d'autres États européens et internationaux. S'agissant de la navigation dans les eaux internationales, Marc l'a rappelé, il y a un Maritime Autonomous Surface Ships Group qui travaille plus spécifiquement sur les questions d'un nouveau code contraignant, alors applicable en 2025, contraignant en 2028. Mais s'agissant des drones, il n'y a rien. On a des drones qui naviguent dans les eaux internationales. Je ne citerai pas de concurrents, mais il n'y a pas de réglementation aujourd'hui en haute mer pour ces engins-là.
Mais donc, ils naviguent et ils sont opérationnels. Ils remplissent des missions. Ils remplissent des missions. D'accord, ok. Alors, à l'international, la plupart du temps, soit l'état du pavillon ne réglemente pas et navigue comme ça, sans réel statut, soit on les laisse sous un statut de navire de plaisance. C'est les deux cas, en tout cas à ma connaissance, qui aujourd'hui ont cours. Et alors, les drones d'Abissa fonctionnent sous quel régime quand vous êtes en zone internationale, dans les grands fonds Alors, nos drones, ils ont besoin de rester à proximité du navire surface. Ils sont autonomes, mais on ne les laisse pas partir trop loin parce qu'on communique avec le navire surface de façon acoustique pour repositionner les drones et être certain que les données qu'on va acquérir, elles soient vraiment au bon endroit et qu'on fournisse les bonnes cartes. Donc du coup, on dépend en fait du navire sur lequel on est embarqué et avec lequel on opère le véhicule. C'est comme ça que vous avez résolu la question réglementaire ? Alors, on l'a pas résolu cette question, on discute avec Marc et Alexandre là-dessus justement, et donc en fait le drone aura un numéro d'immatriculation. Dans l'idéal, ça sera le drone qui est affilié au navire surface. Nous, dans notre cas, on va louer des véhicules. Donc, peut-être que le véhicule, il faudra qu'il ait un numéro propre. Si c'est un véhicule français, après, si c'est un véhicule étranger aussi, ça pose encore d'autres questions. Donc, ce sont tous ces sujets qu'on est en train de mettre sur la table. Mais pour revenir à Abissa, nous, on est toujours à proximité du bateau. Donc, on est sous le navire surface. Effectivement, quand un drone est exploité depuis un navire-mère ou en relation avec un navire-mère, à ce moment-là, on l'exclut du champ. Et on va exclure également les gliders. Alors, Jean-Damien, vous nous avez commencé à nous parler un petit peu des genres de missions que vous faisiez. Aujourd'hui, les grands fonds sont très convoités, du moins les richesses. Donc je suppose que c'est dans ces domaines-là aussi que vous intervenez, dans la prospection, dans le repérage de zones à exploiter. Et vous ne devez sûrement pas être tout seul à le faire. Il y a une grosse concurrence internationale. Alors, entre les États. Oui, en effet, Gilles. Donc là, on en a parlé. On a parlé de l'autorité internationale des fonds marins, donc qui elle est une émanation, c'est une entité, une organisation autonome qui a été créée suite à la convention de Montego Bay en Jamaïque. Et cette autorité délivre donc des permis d'exploration aujourd'hui à des pays. Et le code minier pour aller ensuite exploiter les ressources minérales qui s'y trouvent est en cours de validation. Et on y était d'ailleurs récemment en Jamaïque, à Kingston, pour le compte du cluster maritime français, lors de la dernière session en juillet. Et ce code devrait être opérationnel soit en fin d'année prochaine, soit en début 2025. Donc ça veut dire que des pays vont exploiter dans ces eaux internationales les ressources minérales qui s'y trouvent. Donc nous, notre application, c'est pas d'aller exploiter, c'est de faire des cartes et là, on peut aller faire des cartes donc prochainement, l'année prochaine, sur le permis français, qui est géré par l'Ifremer, pour aller faire un inventaire un petit peu des nodules polymétalliques, qui sont une des ressources minérales qu'on trouve sur ces grands fonds. Alors, comment se déroule une mission ? Combien de temps ça prend ? Combien de temps vous restez en haute mer ? Faites-nous un peu rêver là. Alors, comment ça se déroule ? Déjà, c'est assez long à mettre en œuvre. Les contrats, déjà aussi, mettent du temps à être signés. Et comment ça se passe concrètement ? On prépare une mission avant, donc on prépare le matériel, on s'assure qu'il est disponible. On fait donc toutes les études préalables. On ne part pas sur une zone sans la connaître. Donc il y a toute une partie d'études préalables à réaliser, que ce soit des études environnementales ou des études de
base pour savoir qu'est-ce qu'on a comme type de données sur la zone. Mais vous disiez qu'il y a très très peu de données sur la plupart des zones. C'est ça. Donc même s'il y a peu de données, on en a besoin pour établir un petit peu nos premiers plans de vol en fait des drones. Donc ça, ce sont les études préalables. Après, je pourrais revenir plus en détail si vous voulez là-dessus. Mais donc les études préalables. Une fois qu'on a fait ça, on mobilise le matériel donc sur le port de mobilisation, là où on va embarquer. Et ensuite, on peut partir en mer sur des durées qui sont variables. Ça peut durer quelques semaines, un mois et demi. Tout dépendra du navire sur lequel on embarque et de son autonomie pour pouvoir rester en mer sans revenir à terre. Et donc les missions, le drone, lui, intervient pendant combien de temps alors, selon le véhicule qu'on va opérer, il y en a qui peuvent rester en mer jusqu'à 50 heures sans remonter à la surface. Ça, c'est lorsque tout va bien, mais en effet, ils ont des paramètres de sécurité. Il fonctionne à quelle énergie ? C'était la batterie. Donc c'est pas du thermique. Hein. Et donc ils peuvent rester 50 heures en mer, mais ça dépend du capteur qu'on va actionner. Si on actionne tous les capteurs, il aura moins d'autonomie et du coup il va rester un peu moins. Et donc, le fond est pas plat. Donc, votre drone, lui, est capable de suivre le fond. Parce que vous disiez donc au départ, vous faites un quadrillage. Et donc, lui, il suit le fond. Comment ça se passe ? À quelle hauteur par rapport au fond ? Alors, au début, on va dire qu'on a une connaissance très parcellaire de la zone. Donc, on ne va pas prendre le risque de le faire voler très très près du fond. Vous dites voler ? Oui. D'accord. Ouais. Et donc, oui, ce que je dis. Et donc, on le fait voler à 50, 80 mètres, voire 100 mètres. On fait d'abord une cartographie donc bathymétrique pour avoir une précision fine de la zone. Et ensuite, on lui demande de se rapprocher plus près du fond, par exemple à 15 mètres ou 15-20 mètres. Là, on va actionner donc un sonar latéral qui va lui faire une carte de la nature des fonds. Il va nous dire si c'est de la roche, c'est du sable, etc. Et une fois qu'on a cette deuxième étape qui est réalisée, là, on peut le faire voler à 4-5 mètres du fond pour faire des imageries optiques. Et là, pour faire de la photo, oui, il faut qu'on soit très près du fond, parce que si on est trop haut, on ne voit rien. Et selon la turbidité de la zone aussi... Donc voilà, différentes altitudes de vol, c'est ce qu'on appelle l'approche multi-échelle, pour être certain que le véhicule puisse opérer de façon sécurisée. Parce que si le fond est plat, tout va bien, mais si c'est des monts sous-marins, il peut y avoir des reliefs. Et donc il navigue à 3 nœuds, je vous ai dit, il mesure 5 mètres de long, donc il rencontre un obstacle devant lui. Le temps d'éviter cet obstacle, s'il se rapproche trop près du fond et qu'il est dans sa zone en disant non, là, tu m'approches trop près, il se met en sécurité, il envoie une alarme. Soit il remonte, soit il va sur un autre point qui a été préprogrammé à l'avance. Et donc l'intelligence en effet artificielle des drones est super intéressante. Et ça, c'est vraiment une innovation qui est en cours, quoi. Et on reviendra donc sur les innovations sur lesquelles vous travaillez et qui pourront permettre d'optimiser encore ces missions. Mais ce recueil d'informations, donc à la sortie vous faites une carte, elle appartient à votre client ? Oui, elle appartient au client. Donc là, on a parlé tout à l'heure, la question a été posée, savoir est-ce que les données étaient publiques. Donc oui, c'était pour le parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillate, donc l'Office français de la biodiversité. Là, ce sont des données publiques, une carte de l'inventaire du patrimoine, une connaissance du mont sous-marin, qu'est-ce qu'il y a comme données. Par contre, si c'est un câblier qui nous demande, un industriel privé qui nous demande d'aller faire une carte, là, la carte, elle est pour lui. Il veut poser son câble entre des îles dans le Pacifique. Il a son tracé, ça sera pour lui. Après, peut-être que les données seront publiques, certains types de données. Si c'est pour la DGA, pour l'armement ou pour aller récupérer des missiles, enfin des choses qui traînent au fond de l'eau, là, voilà, il est certain que les données ne seront pas communiquées. Les câbles là, dont vous parlez, c'est un marché qui est en fort développement. Oui, c'est un marché qui est en développement. D'ailleurs, Abissa est sur le coup, si on peut dire. Donc, on devrait avoir des cartes à produire pour établir la route des câbles sous-marins dans le Pacifique.
Donc ça, c'est un des marchés. Et l'autre marché, Alexandre en a un peu parlé, a parlé des EMR, les énergies marines renouvelables. On a parlé des éoliennes en mer, mais il y a aussi les SWAC, encore les acronymes. Hein. Mais si vous nous décodez tout ça, c'est bon. C'est Seawater Air Conditioning, en fait, qui consiste à poser un grand pipe par grande profondeur à proximité de la côte, qui va pomper de l'eau à 3 à 4 degrés, qui la remonte rapidement en surface, donc avec un faible linéaire, et pour après faire de l'air conditionné sans consommer d'énergie. Donc ça aussi, pour poser un pipe, il faut connaître exactement la nature du fond. Donc les activités de services qu'on peut proposer, ça peut être des câbles, ça peut être des EMR, ça peut être des inventaires du patrimoine, ça peut être l'armée, c'est assez varié. Et puis une fois que le câble est posé ou que le pipe est en fonction, la maintenance, le suivi, le contrôle, ça rentre aussi dans vos attributions ? Oui, ça peut être nos attributions, ça se fait. Les AUV sont faits souvent pour ça, pour suivre les pipes sous l'eau sur toute leur longueur. Et ils sont dotés justement d'intelligence. Et quand ils voient une anomalie ou un affouillement sous un câble, un endroit, ils le ciblent et ça permet de faire cette surveillance-là. D'accord. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, là, on est à nouveau dans votre domaine au niveau de l'ONERA. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on développe et qu'on installe sur les drones sous-marins sur lesquels on travaille. Donc c'est vraiment le côté le comportement autonome et intelligent du système avec de l'IA ou des techniques d'optimisation parfois. On vient essayer de faire en sorte que le drone soit capable de réagir aux différents événements, aux différentes pannes, aux observations qu'il va faire durant sa mission. Donc on a parlé beaucoup du relief des fonds, par exemple. Il y a aussi des courants en fait, qu'on a beaucoup de mal à prédire. On a assez peu d'informations sur l'état des courants sous-marins, qui ont beaucoup d'impact à la fois sur la capacité du drone à naviguer, aussi sur sa consommation d'énergie. Donc ils font que peut-être qu'on avait prévu de faire une mission de 50 heures, tu disais, mais au final, à cause des courants, on pourra faire qu'une trentaine d'heures peut-être, pour pouvoir lutter contre les courants. Donc le drone a besoin de se rendre compte de cette situation pour pouvoir décider de remonter en surface à des points où il sait qu'il est près de son navire-mère, par exemple, pour pouvoir soit en renvoyer des informations, soit venir se recharger. Voilà. Donc on a besoin, du fait qu'on a peu de communication avec le système quand il est sous l'eau, il doit être capable de se débrouiller tout seul et de faire face aux différentes perturbations et adapter son comportement en fonction de son environnement. L'ONERA fait beaucoup de recherches au niveau intelligence artificielle dans l'aéronautique. C'est son cœur de métier, l'aéronautique. Est-ce qu'on peut transposer d'un milieu à l'autre ? Oui, sur ces aspects justement comportement autonome, les développements que l'on fait sur nos drones sous-marins, c'est aussi des développements qu'on fait pour des drones aériens, pour de la robotique terrestre aussi, pour l'armée par exemple. Donc on réutilise à peu près les mêmes technologies, logicielles notamment, ou algorithmiques, qu'on adapte évidemment en fonction des cas particuliers, donc notamment les problèmes de communication avec des opérateurs, c'est quand même, je pense, l'élément le plus prégnant dans le monde sous-marin par rapport aux autres domaines de la robotique. Donc il y a une adaptation, mais le socle informatique ou algorithmique est le même, et effectivement on peut transposer des outils drones aériens vers des applications drones sous-marins. Je me tourne vers vous. Avez-vous des questions ? Oui, j'arrive. Où est-ce que j'ai mis le micro ? Sous la table. Ah oui. Merci. Merci. Oui, bonjour, François Massias, Drone Dev Consulting. Une petite question sur la complémentarité entre les drones maritimes et les drones aériens. Je voudrais savoir comment vous voyez ça, quelles seraient les limitations, en particulier en termes d'emploi, d'opération, de synergie sur les transmissions de données. Voilà, en gros, la complémentarité. Alors la complémentarité, il y a une réelle complémentarité dans le sens où le drone sous-marin, lui, va commencer très profond, il va remonter vers la surface et à proximité de la côte, mais il ne pourra plus opérer, donc il va falloir acquérir de la donnée depuis un drone aérien.
Donc je me suis baladé rapidement là sur le stand, mais je sais qu'il y a des acquisitions des données avec des drones aériens pour faire de l'imagerie, pour faire de la bathymétrie, pour faire du sonar, enfin faire plein d'images. Et donc c'est une réelle complémentarité. Quand on nous demande de faire le lien justement entre la terre et la mer, on peut utiliser les deux. Dans notre activité Abyssa, cela ne nous est pas demandé, puisqu'on travaille que dans les grands fonds. Mais dans mon ancienne vie, parce que voilà, je suis très, très jeune encore, mais bon, par le passé, oui, je travaillais sur le côtier, et en effet, on utilisait beaucoup de données aériennes pour faire nos cartes jusqu'à la frange côtière. Oui, alors aujourd'hui, j'en connais pas vraiment, mais je pense qu'on peut assez aisément imaginer que, alors peut-être pas drone, parce que, comme je l'ai dit, nous, on va être limité à 16 mètres, quoique il y a des drones aériens qui sont relativement petits, mais on peut imaginer des drones aériens sur des drones porteurs ou des navires autonomes porteurs qui permettraient d'effectuer des missions probablement de surveillance, hein, puisque nous, aux affaires maritimes, comme je l'ai dit, on a pour rôle également de surveiller, d'inspecter, de surveiller les navires. Il y a peut-être, avez-vous entendu parler de l'entrée en vigueur en 2025 d'un certain nombre de réglementations sur les émissions des navires, hein. Depuis 2020, là, le taux de soufre est limité à 0,5 partout dans le monde. Il y a ce qu'on appelle des zones CECA, dont des zones de contrôle des émissions qui sont en train de se mettre en place. Il y en a une en Manche-Mer du Nord. Il y en aura une en Méditerranée à partir de 2025, et ça va être suivi de zones de contrôle des émissions sur les oxydes d'azote. Bon, donc aujourd'hui, on fait grâce à des drones aériens qui sont notamment affrétés à l'EMSA, avec l'EMSA, l'Agence européenne de sécurité maritime. On fait des survols de navires pour, avec des capteurs, détecter voilà, le taux de SOx, le taux de NOx, etc. Donc, on peut, comme l'autonomie de ces engins aériens sont quand même limitées, comme tout engin d'ailleurs, mais on pourrait imaginer que voilà, des navires porteurs aillent au large pour déployer des drones aériens de détection de SOx ou de NOx et faire des choses comme ça. Je pense que c'est voilà. Et pareil, dans le même style d'idée, et peut-être un peu plus, c'est que, on l'a dit, il y a tout un tas de champs éoliens qui sont en train de se monter aujourd'hui au large de nos côtes. Éoliens posés aujourd'hui, éoliens flottants offshore demain. Et donc, ces champs-là, ces éoliennes, il va falloir les inspecter à un moment donné. Alors, il y a une inspection physique, certes, mais je pense qu'il y aura probablement, enfin, voilà, pour des histoires de gain de temps, de gain d'argent, une première partie d'inspection par drone aérien. Je pense que ça peut être intéressant. Et là encore, le drone aérien, plutôt que de faire l'aller-retour entre les différents trucs, pourrait être déployé depuis un drone flottant ou un navire autonome flottant. Oui, en complément, vous avez peut-être suivi assez récemment les Naval Innovation Days qui ont été organisés par Naval Group. Donc là, on est dans le secteur de la défense et on voit que sur le vecteur militaire, le drone aérien est peut-être complémentaire du drone de surface, lui-même complémentaire du drone sous-marin. On a parlé des communications tout à l'heure. Les informations qui sont captées dans le sous-marin sont remontées par voie acoustique. Ça peut être renvoyé directement à un drone de surface qui lui-même transmet ces données à un drone aérien. Et donc sur la question de la data, on peut avoir une continuité, hormis le satellitaire. Sur toute la partie encore défense, on peut avoir une surveillance en sous-marin, en surface et en aérien. Ce que peut voir le drone de surface en fonction de la taille de son radar et de son range, il n'est pas évident qu'il puisse avoir accès à toutes les données. Donc un complément d'information par un drone aérien, ça peut être intéressant. Et comme l'a rappelé Marc, effectivement, on peut avoir un navire autonome duquel partent des vecteurs aériens, sous-marins et de surface. Donc c'est très très complémentaire et on voit déjà effectivement les applicatifs métiers. Et pour répondre à une question sur le chat du live Twitch, un drone il peut être envoyé aujourd'hui principalement de manière manuelle, c'est-à-dire qu'il y a un superviseur, un chef de mission qui va décider d'envoyer le drone depuis un navire ou depuis la terre, ou programmer une mission pour que le drone parte de lui-même
du navire ou de la terre, mais le drone ne prend pas la décision de partir tout seul. Il peut le faire sur une phase test, c'est pas encore le cas pour le sauvetage en mer, parce que je crois que la question portait plutôt sur ce qui part de son propre chef pour le sauvetage en mer. Effectivement, avec des caméras optroniques, si l'intelligence artificielle est capable de détecter qu'une personne est en difficulté en mer, il y a un drone qui peut être envoyé automatiquement. Mais ça, c'est en test. Aujourd'hui, un drone est forcément supervisé. Donc soit on va préparer sa mission, il va partir tout seul, depuis un quai ou depuis un navire. De même qu'il peut être récupéré de manière automatique ou récupéré par une personne en mer ou à terre. On a des systèmes aujourd'hui qui sont développés qu'on appelle des LARS, c'est Launch and Recovery System, qui permet de récupérer ces drones de manière automatique, qui viennent se plugger dans un engin qui va le remonter ensuite à bord du navire ou le remonter de bord à quai. Voilà une réponse complète qui va être encore complétée. Donc. Merci. Assez rapidement. Donc juste pour l'exemple. Oh non, on a le temps. On avait mené un projet de recherche à l'ONERA il y a quelques années où on avait utilisé justement cette complémentarité. Donc le scénario était un scénario fictif d'un bateau donc, qui s'échouait en mer et qui relâchait du pétrole, par exemple. C'est fictif, ça n'arrive jamais, ça. Donc on a fait ce scénario en simulation où justement le drone aérien servait à détecter la nappe en surface et du coup à envoyer au drone sous-marin des informations lui permettant d'affiner sa zone de recherche de l'épave. Parce qu'on sait bien que la recherche en mer elle est très difficile, on l'a vu dans les différents accidents de l'aviation notamment. Donc avoir cette complémentarité où ça peut être aussi les informations sur le courant par exemple, du drone sous-marin peuvent aider à mieux localiser l'évolution des objets qui remontent en surface, par exemple. Et donc ces informations, elles peuvent être partagées entre les deux milieux, aérien et sous-marin, et aider à avoir une meilleure compréhension de la situation. Et juste pour rebondir sur ce que disait Alexandre, effectivement, ça passe forcément par un triptyque drone de surface, parce que la communication entre l'air et le fond sous-marin, elle sera impossible. Donc on a besoin quand même qu'il y ait cet élément de médiation entre les deux, dans lequel il y a souvent les opérateurs... les chefs de mission qui sont là aussi pour interpréter et affiner la prise de décision sur ce type de scénario. Merci. Oui, merci. Peut-être une précision, parce qu'Alexandre a évoqué les applications défense dans la réglementation qui a été mise en place et celle qui va venir. On parle bien que de drones civils et de navires autonomes civils. Le militaire est exclu. Seuls les essais des engins à vocation militaire, avant qu'ils ne rentrent, qu'ils soient enregistrés dans la liste des navires militaires ou des engins militaires, donc obtiendront une autorisation de faire leurs essais en mer. Mais c'est deux mondes différents et des applications différentes. Et peut-être pour ouvrir un champ des possibles, mais qui va nous poser problème à un moment ou à un autre, c'est aujourd'hui les drones qui font du survol maritime. Hormis ceux qui sont opérés et affrétés par les affaires maritimes, ils sont dans la réglementation de la DGAC. En revanche, quand on va voir arriver des hydravions, il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce que ça fonctionne entre les deux directions, parce qu'on a un drone qui va voler, se poser sur l'eau et redécoller. Marc, si tu as une piste, je suis preneur. Là, c'est très clair, l'hydravion, ça relève de la direction de l'aviation. C'est pas une façon de se débarrasser du sujet, ça, non, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des WIGs, là, donc Wings in Ground, ou des navions en français. C'est joli comme nom. Donc en fait, ce sont des engins à effet de surface. Voilà. Et donc ça, par contre, au-dessous de 150 mètres, ça reste maritime. Ça reste maritime, d'accord. Ok, bon. Une question, les boîtes noires de la 330 de Rio, le Rio-Paris d'Air France, elles ont été retrouvées par un ROV ou par un drone localisé? Jean Damien, c'est vous le spécialiste des grands fonds.
Ouais, mais par contre, je suis pas spécialiste de ce tragique accident qui a eu lieu, donc je sais pas comment ils les ont récupérés, mais je pense que les capteurs, je crois que c'était un relief qui était vachement chahuté, accidenté, et du coup, c'était pas simple. Et je pense qu'il y a eu de la bathymétrie déjà, du sonar aussi. Est-ce que ça a été en tractant un équipement depuis le navire surface ou avec des AUV? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. D'accord. D'autres questions? Vous avez vu, quand vous avez une question, on y répond de façon approfondie. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a sur le chat Franck May qui revient sur l'hydravion. En version pilotée, les hydravions sont des avions en vol et en hydroplanage et des bateaux une fois totalement améris. C'est une affirmation, c'est pas une question. Les hydravions sont des avions qui se posent sur un milieu liquide, qu'il soit maritime ou pas d'ailleurs, et ils relèvent de la réglementation aérienne. Néanmoins, quand effectivement ils amérissent ou ils décollent, ils doivent se conformer à la réglementation maritime. Enfin, en général, de toute façon, ça se fait dans des zones qui sont au préalable réglementées par arrêté. Enfin, ils ne font pas ça n'importe où. Et de toute façon, quand bien même ils font ça dans des zones où il n'y a pas de réglementation, les feux, etc., sont prévus dans certaines conventions. Mais voilà, les hydravions ne sont pas inspectés par les autorités maritimes, ne se voient pas délivrer de certificats par les autorités. C'est bien les directions chargées de l'aviation civile dans les différents pays qui se chargent de ça. D'accord, merci Franck. Mais et moi j'ai une question pour vous. Vous êtes venu donc participer à un salon sur le drone aérien et vous êtes là en train d'écouter des gens qui parlent du drone maritime. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette salle ? Si on était en début d'après-midi, je pencherais pour le confort des sièges, mais là c'est le matin, donc vous êtes venu avec une idée derrière la tête. Allez, qui a le courage de répondre à cette question ? Vous savez pas merci. Vous savez pas pourquoi vous êtes venu ? On va vous tirer les verres du nez, vous allez voir. Là. Moi, je vais pas redescendre d'ici. Là. Merci. Oui, donc je suis le colonel Teiti Delorme de la direction de la sécurité aéronautique d'État, section drone. Donc effectivement, c'est pas mon domaine, mais moi j'étais intéressé pour avoir effectivement, je trouve assez intéressant l'approche en fait maritime qui est assez comparable à celle qu'on a dans le segment aéronautique, puisque vous parlez également de vol. Et donc moi j'étais assez intéressé par ça et la connexion évidemment des emplois possibles avec les drones aériens. Le sujet qui a été posé juste avant, ça aurait été une question que j'aurais effectivement pu poser, mais voilà, donc ça m'intéressait beaucoup. Et de voir aussi les perspectives d'évolution, sachant qu'on a les mêmes questionnements sur la réglementation, notamment sur comment on identifie l'aéronautique étatique de l'aéronautique civile. Et donc c'est un grand débat justement en termes de réglementation d'exploitation des drones, puisque c'est un domaine nouveau, et de trouver à la fois des synergies et des compatibilités, tout en préservant, je dirais, les spécificités de l'aéronautique d'État et de leur mission. Mais je vois que le débat aussi couvre sur la partie maritime. Merci. Merci. Alors, sur la réglementation civile qui est en cours, qui exclut le drone militaire, n'exclut pas le drone d'État. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, même sur les navires, le navire militaire est exclu, y compris dans les conventions internationales. Le navire d'État peut l'être. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les navires des douanes, des affaires maritimes sont des navires civils avec des certificats civils, etc. Ils pourraient prendre l'autre option, mais aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas comme ça que c'est prévu. Ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Dans l'aéronautique d'État, justement, on a des autorités étatiques, notamment les douanes et la sécurité civile, qu'on a intégrées. Donc justement, là, c'est différent. Un autre témoignage ? Non ? Bon. Jean-Damien, Si ? Ah, j'arrive. Tenez, attrapez. Hop. Non, je ne vais pas prendre de risque.
on serait obligé d'avoir un casque, tout ça. Donc, et puis, je suis même pas sûr qu'on est assuré pour. Donc. Pour ce qui me concerne, ça fait une dizaine d'années que je suis convaincu. Vous avez donné des éléments qui me confortaient un petit peu dans cette appréciation de la complémentarité entre le milieu aérien et le milieu maritime. Il y a le milieu aérien, je dirais, contrairement à ce que vous avez pu évoquer tout à l'heure, je pense à pas mal d'avance en termes réglementaires et souffre de ça encore maintenant. Ce qui est pas le propre du milieu maritime, où la réglementation est requise par les industriels et permet de débloquer des marchés. Et on n'en est pas à des freins, on en est à des possibilités par la réglementation. Donc on est dans une phase bien plus intéressante, très prospective du naval, du maritime, par rapport à l'aérien. Donc ça c'est une conviction enfin ça c'est une observation plutôt, et ma conviction c'est la complémentarité des différents milieux. Et je pense qu'avec l'avènement des UAM, la mobilité aérienne urbaine, avant qu'elle soit urbaine, elle va être dans des endroits plus isolés, désertiques, et le survol maritime, alors elle est loin d'être désertique en côtier, mais ça n'empêche qu'il est beaucoup plus souple. Enfin, il a ses particularités, mais de mobilité, d'évolution sur la mer. Mais par contre, le fait de pouvoir acheminer sur un navire par la voie aérienne et à faible coût des matériels ou des médicaments ou autres, ben là c'est clairement ça va répondre à des besoins. Donc il vaut mieux être en avance qu'en retard, et en France on est peut-être pas trop mal positionné pour ça. Et pour la délivrance de médicaments pour des marins embarqués par des drones aériens, ça existe déjà. L'applicatif fonctionne même plutôt bien. On a le centre de consultation médicale maritime qui est basé à Toulouse, qui va guider en fait les marins qui ont des difficultés médicales à bord pour faire de la télémédecine. Mais en revanche, la délivrance d'ordonnances et de médicaments qui ne sont pas présents à bord, on peut ne le faire effectivement avec des vecteurs aériens. Ça pourrait être des vecteurs de surface, mais techniquement aujourd'hui c'est l'aérien qui prime sur ce volet-là. S'agissant de la complémentarité entre l'aérien et le maritime, ce qui nous intéresse et ce qui nous interpelle aujourd'hui aussi dans notre réflexion prospective, c'est le volet formation. Je pense qu'on n'en a pas encore trop parlé. Ce sera peut-être l'objet de la poursuite de la discussion, mais quand on a commencé à regarder comment est-ce que l'aérien avait construit sa réglementation au regard de la formation maritime, on s'est interrogé sur la pertinence de l'adapter au milieu maritime qui est très particulier et sur lequel on est encore en train de plancher. Je pense qu'on n'a pas terminé de le faire. On n'a pas terminé ce travail-là. Mais on a de l'emploi à la clé. On a de l'emploi à la clé, tant pour le volet industriel, sur la conception, la construction, la mise à l'eau et évidemment la commercialisation des vecteurs, mais également pour les opérateurs de sociétés de services et ceux qui vont opérer ces drones de surface ou sous-marins. Sachant que ça a été précisé par Jean et Damien tout à l'heure, mais pour que ce soit bien ancré dans les esprits, aujourd'hui les drones de surface ou sous-marins, ils ont deux types de propulsion, thermique ou électrique. Et pour la complémentarité aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on parlait du drone aérien, mais nous on voit une réelle complémentarité avec le spatial, c'est-à-dire communiquer les données, on les collecte à 6000 mètres de fond, on les renvoie sur un bateau ou sur un drone autonome de surface, et c'est ce drone ou ce navire qui peut communiquer via le spatial et l'envoyer de l'autre côté de la planète en un temps quasi instantané, et donc on peut collecter des données dans le Pacifique et les traiter, nous on est basé en bas au Pays Basque, et les traiter de suite en temps réel. Donc ça ne se fait pas aujourd'hui, mais en tout cas ce sont des sujets auxquels on réfléchit sérieusement. Alors, avant de poursuivre, je reviens sur le chat et sur les hydravions. La qualification hydravion, alors c'est toujours Franck May qui a l'air d'être un spécialiste de l'hydravion. La qualification hydravion comporte la réglementation maritime, naviguer parmi les bateaux, prendre une bouée, etc., etc. Mais côté certification, c'est la Direction générale de l'aviation civile qui gère de A à Z donc l'activité. Alors, pour finir, Jean-Damien, quelle est votre prochaine mission ?
Sans nous révéler le nom de votre client, hein, bien sûr. Il y en a deux là dans les tuyaux. Il y en a une, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là c'est pour poser un pipe pour une énergie marine renouvelable, donc un SWAC, Seawater Air Conditioning. Donc là on reste près des côtes là. On reste près des côtes, exactement. Donc ça serait dans l'océan Indien. Ah oui, d'accord. Hein. Et donc peut-être début d'année prochaine, mais c'est pas encore finalisé, mais ça arrive là. Et l'eau à 2-3 degrés, vous allez la chercher à quelle profondeur? À 1200 mètres à peu près. Voilà, en fait, les eaux de surface sont très chaudes, mais le temps qu'elles remontent, elles restent fraîches, donc ça va. Et une autre mission, ça serait pour le mois de mars-avril normalement. Et là, ça sera entre Hawaï et le Mexique, dans l'océan Pacifique, sur la zone de Clarion-Clipperton, donc dans le permis français justement. Délivré par l'autorité internationale des fonds marins. Et là, quel est l'objet de la mission? Alors l'objet de la mission par rapport au drone, donc, c'est de faire une carte précise avec un drone sous-marin, un AUV. Et Abyssa n'opérera pas ce drone cette fois-ci, mais en partenariat avec d'autres collègues. Là, on va faire du prélèvement sédimentaire avec des gros box corers, ce qu'on appelle. Donc je sors un peu du cadre de la conférence aujourd'hui, mais voilà, on va aller faire des prélèvements et des images de ce qui se passe sur les plaines abyssales à 4500, 5000 mètres de fond. D'accord. Et là, on parle de missions qui doivent faire des budgets assez conséquents, là. Oui, en termes de budget, si on prend la partie AUV, la partie box scorer, la globalité de la mission, il y a 2 mois de mission en mer. La location du bateau. Ouais, donc là on s'occupe pas du bateau cette fois-ci. Ah. Il est fourni par l'Ifremer, mais sans le navire, oui, on est à plusieurs millions d'euros. D'accord. On n'est pas dans la dizaine de millions d'euros, mais. Donc on va en rester là. Je vous remercie pour avoir été aussi clair. C'était très intéressant effectivement de pouvoir découvrir à la fois un nouvel élément. Et puis voir quand même la complémentarité des deux domaines. Je vous remercie également le chat qui a été actif et puis l'équipe technique de l'ENI. Merci à tous, bon appétit, puis revenez en forme cet après-midi.